Soirée. Merci. Soir d'info, seconde partie qui reçoit Monsieur le directeur général de l'ASERD, l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, Monsieur Baba Diallo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir à vous, Binta. Bonsoir à notre invité. Alors, Monsieur Diallo, l'électrification pour tous quand même a été le credo ou le défi à relever de tous les pouvoirs publics. À ce jour, quel est le taux de l'électrification rurale au Sénégal? Merci d'abord pour l'occasion que vous nous donnez pour aborder cet important thème, à savoir l'électrification rurale. Comme vous le savez, l'électricité est au centre du développement socio-économique et il ne peut pas y avoir de développement ou d'émergence dans un pays sans que l'électricité soit disponible en qualité et en quantité, mais également à des prix soutenables pour la société de façon générale, l'économie, les ménages et tous les acteurs socio-économiques. La question de l'électrification rurale, comme vous l'avez rappelé, est au centre des préoccupations depuis plusieurs années. Et ça a nécessité des réformes hardies en 1998 à travers la loi 98-29. Et depuis lors, des efforts conséquents ont été consentis pour arriver à un taux d'électrification de 24% en 2012. Et depuis fin 2018, nous avons atteint un taux d'électrification de 42%. Et actuellement, en attendant la validation des statistiques, on peut dire qu'on a dépassé la barre des 50% de taux d'électrification au niveau du Sénégal. Mais c'est encore peu, monsieur le directeur, quand même, nous sommes au XXIe siècle. Tout à fait. On n'a pas encore la moitié des Sénégalais qui ont de l'électricité. Nous parlons de chiffres dans le monde rural. Si on considère de façon globale... Je parle de la population rurale. Voilà, de la population rurale. Oui. Mais de façon globale, au niveau du pays, on est à un taux d'électrification globale, rurale et urbain compris, de 76%. Oui. C'est-à-dire qu'encore, il y a 25% de la population globale qui n'a pas accès à l'électricité, et essentiellement dans le monde rural. Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement est mobilisé pour matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour arriver à ce qu'on appelle l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. Mais qu'est-ce qui fait jusqu'à ce jour, qu'on ne puisse pas accéder à l'électricité pour tous? Bon, il faut dire que c'est un processus qui demande des moyens, oui, et qui demande aussi de l'organisation. J'ai rappelé tout à l'heure qu'en 1998, il y a eu des réformes qui ont mis sur pied l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, mais également une commission dédiée à la régulation du secteur de l'électricité. Et à l'époque, le taux d'électrification était de 3%. C'est pour dire qu'entre la réforme de 98 et maintenant, des pas de jalons ont été franchis. Mais c'est insuffisant, d'autant plus que l'objectif, c'est que tous les Sénégalais, où est-ce qu'ils se trouvent, puissent bénéficier de l'électricité dans ce qu'on appelle un accès universel à des services énergétiques modernes pour permettre de soutenir le développement socio-économique tant dans le domaine rural qu'en urbain. Oui, ce qui semble être un droit, et il semblerait qu'il y a une certaine disparité entre, disons, certaines localités concernant bien entendu, disons, cette électrification rurale. Alors dites-nous, qu'est-ce qui expliquerait, disons, cette disparité exactement? Okay. Bon, pour expliquer ces disparités, il faudrait peut-être remonter à l'histoire de l'électricité au Sénégal, mais également la maturité technologique. Jusqu'à un passé récent, il n'y a que l'extension des réseaux qui pouvait permettre l'électrification, c'est-à-dire que la technologie solaire qui a apporté une plus grande démocratie dans l'utilisation de l'électricité ou dans l'accès à l'électricité a atteint une maturité récente. Pendant plusieurs années, on continuait à assurer l'électrification par développement du réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau est arrivé dans une localité, on fait une extension pour arriver à une localité proche. Les localités qui sont situées loin du réseau, vu les coûts que cela nécessite pour leur électrification. Et là, vous le prenez sur le réseau de la Sénélec, c'est ça? Bon, c'est le réseau de la Sénélec, mais on l'appelle le réseau national, le réseau public qui permet de couvrir l'ensemble du pays. Il y a un réseau interconnecté qui couvre l'essentiel du pays, mais également il y a deux autres réseaux autour de Tambacounda et de Ziguinchor, et quelques réseaux isolés ça et là qui assuraient l'électrification dans certaines localités, chefs-lieux de communes ou chefs de centres administratifs, sous-préfecture ou préfecture. Mais lors de ces dernières années, on a engagé un vaste programme de dorsales électriques. Ces dorsales-là, on peut les appeler comme des autoroutes
qui couvrent une zone assez importante. Et au passage, nous électrifions l'ensemble des localités qui sont autour de ces dorsales. C'est dans ce cadre, par exemple, qu'on a fait une dorsale au nord du Sénégal, dans la région de Saint-Louis, dans le département de Podor, entre Kaskas et Paté-Gallo. On en a fait dans le Sine Saloum, en partant de Kaffrine jusqu'à Koungheul, Malem Niani, Koussanar et autres. Et récemment, on vient d'inaugurer et de mettre en service la dorsale entre Kolda et Diaobé. C'est dire qu'en réalisant... Mais qu'est-ce qui fait que Kédougou et Kolda soient les régions les moins électrifiées Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. L'électrification est partie des grands centres urbains. Donc, si vous regardez, la production était concentrée autour de Dakar et le réseau s'est développé autour de cette production-là. Et on a eu également à électrifier Ziguinchor, Kédougou, mais sans qu'on rentre en profondeur dans ces régions-là, parce que le réseau n'était pas étendu. Donc, récemment, comme je l'ai dit tantôt, on a inauguré la politique des dorsales. Avec ces dorsales, il y a une place de choix qui a été accordée à ces deux régions. C'est-à-dire, c'est quoi les dorsales? Les dorsales, c'est une longue ligne électrique. Par exemple, entre Kolda et Diaobé, c'est 95 km. Et au passage, on électrifie 20 localités. Et aussi, cette dorsale permet de faire des dérivations. Par exemple, sur Kolda Diaobé, on peut faire une dérivation à partir de Dabo pour aller chercher une localité qui s'appelle Fafakourou ou bien descendre un peu au sud pour une commune qui s'appelle Kumbakara. Donc c'est dire qu'une fois que la dorsale est faite, ça facilite l'électrification des localités. Pourquoi devrait-on continuer à parler d'électricité, de courant, alors que depuis toujours vous nous avez parlé quand même d'énergie renouvelable pour un pays ensoleillé 365 sur 365? Okay. C'est le point que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que la technologie solaire, c'est maintenant qu'elle est arrivée à maturité. Et aujourd'hui, l'essentiel de notre portefeuille de projets est orienté énergie renouvelable. Oui. Donc récemment, vous avez noté qu'on était dans la région de Kaffrine pour superviser l'évolution des travaux dans le département de Malem Hodar. Ce projet, c'est la coopération allemande qui a mis 120 millions d'euros pour permettre l'électrification de localités, autour de 400 localités à travers le Sénégal. Et le Fonds vert climat également, récemment, nous a accordé un financement de 75 millions d'euros pour permettre effectivement de développer ce qu'on appelle des mini-grids. Les mini-grids, c'est une mini-centrale solaire qui alimente une localité avec un réseau électrique bien dimensionné et fiable pour répondre aux besoins des populations et des ménages. Et avec cette technologie maintenant, on peut aller le plus loin possible sans attendre le développement des réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un égal accès entre le citoyen qui est autour de Bakel dans la commune de Gabou que celui qui est dans une commune de Noto. Sauf que nous sommes toujours à 54 ou 53% d'électrification au niveau rural. Et on avait entendu le ministre du pétrole, Makhtar Cissé, l'ancien ministre, dire que pour expliquer un peu l'augmentation qu'il y avait en 2019, je pense, sur certains usagers, il avait expliquer qu'il fallait mobiliser au moins 600 milliards pour pouvoir permettre aux gens qui sont toujours sous l'ère de la bougie et des lampes torches de bénéficier de l'électricité. Je pense que c'est le prétexte de notre rencontre de ce soir, parce que pour rappeler un peu que l'agenda international au niveau du système des Nations Unies a fixé l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Ce qu'on appelle les objectifs de développement du millénaire. Au niveau du Sénégal, on a voulu être plus ambitieux grâce au plan Sénégal émergent qui a fait de l'électrification rurale une priorité. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu qu'à l'horizon 2025, on réalise l'accès universel. Pour ce faire, on a fait une étude globale sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire qu'on a identifié aujourd'hui que nous avons près de 14 000 localités. Quand je dis 14 000 localités, il y a peut-être 7 000 villages et 7 000 hameaux qui sont privés d'électricité aujourd'hui. Pour maintenant amener l'électricité au niveau de ces 14 000 localités, il faut une enveloppe, comme vous l'avez rappelé, de près de 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 660 milliards de francs CFA. Nous y travaillons et aujourd'hui... Mais avec la hausse, vous avez pu réunir combien d'argent? On devait tenir la table ronde des bailleurs de fonds au mois de mars de l'année 2020. Mais la Covid-19 est passée par là et c'est maintenant
que les conditions sont réunies pour tenir la table ronde des bailleurs de fonds en virtuel. Elle se tiendra précisément... 700 milliards pourra permettre d'électrifier effectivement, le reste de... C'est-à-dire 660 milliards pour les villages qui restent à couvrir, mais également une enveloppe de 40 à 60 milliards pour densifier le réseau autour de ce qu'on appelle le périurbain. Parce que autour des villes, vous avez souvent de nouveaux quartiers, parfois des quartiers spontanés, où il n'y a pas de lotissement, il n'y a pas d'électrification, il n'y a pas de voirie. Donc pour amener l'électricité dans ces zones-là aussi, on a prévu une enveloppe, ce qu'on appelle la densification du réseau dans le périurbain. Donc nous espérons, comme d'habitude, que les bailleurs de fonds classiques répondront favorablement à l'appel du gouvernement du Sénégal. Et nous n'allons pas nous limiter au financement public parce que, comme vous le savez, le privé doit également jouer sa part, sa partition. Mais est-ce que justement le privé a joué sa partition? Parce qu'il y avait un partenariat public-privé avec... Tout à fait. Il y a eu des partenariats publics-privés, mais pour finir avec ces séries de rencontres, dire simplement que le 8 avril prochain également, nous allons consacrer une demi-journée avec le secteur privé pour voir eux aussi comment ils vont contribuer à l'électrification rurale. Et jusqu'ici, avec la réforme de 98, l'objectif était que le privé puisse participer non seulement au financement de l'électrification, mais à sa gestion. Ce qui a été fait avec des concessionnaires d'électrification rurale au nord du Sénégal, grâce à un partenariat avec l'Office national d'électricité du Maroc, mais également à Mbour avec la société tunisienne Airgaz et au sud du Sénégal, bien au centre-est, en partant de Kaffrine, Tamba jusqu'à Kédougou, avec Électricité de France qui accompagne Matforce et d'autres opérateurs pour faire de l'électrification. Alors l'accès à l'électricité rurale, plutôt, vous en faites une surpriorité, sauf que nous savons que dans le monde rural aussi, il y a quelques difficultés quand même à avoir les moyens pour payer. Comment vous faites exactement pour que véritablement que ce soit accessible à tous et que tout un chacun puisse avoir aussi cette possibilité d'honorer, disons, ces factures? C'est une question particulièrement importante parce que, comme vous le savez, l'électrification coûte cher, la production d'électricité également coûte cher. Et dans le monde rural, on fait face à un dilemme. D'abord, les charges, c'est-à-dire les consommations des ménages sont relativement faibles, mais également les localités rurales sont de plus en plus éloignées des réseaux électriques. Quand on dit éloignement des réseaux électriques, dit nécessité d'investir. Par exemple, pour amener 1 kilomètre de ligne moyenne tension, il faut mettre 15 millions de francs CFA. Donc si une localité est à 50 km comme l'Abgar, un chef-lieu de commune qui jusqu'ici n'est pas intégré au réseau, qui est dans la région de Louga, il faut 800 millions en ligne moyenne tension seulement. Et arrivé au niveau de la localité, il faudra mettre 16 millions, voire 20 millions pour avoir la distribution à l'intérieur de ce village. C'est-à-dire qu'il y a des moyens colossaux qu'il faut mobiliser pour arriver à l'électrification. Et l'objectif de ces partenariats publics-privés, c'est de mobiliser des financements qui permettent de soutenir le privé, de l'accompagner en finançant une partie de l'investissement. Donc c'est ce que nous avons fait avec Comacel au nord du Sénégal et c'est ce que nous avons fait avec ERA, comme j'ai dit, Kaffrine, Tamba, Kédougou, où l'Agence française de développement a accordé des subventions. Mais néanmoins, ce n'est pas suffisant parce que malgré ces subventions-là, le tarif dans le monde rural est resté très élevé. Et ce qui a freiné en un moment le développement de l'électrification rurale parce que les ménages voulaient payer le même tarif que les clients Sénélec parce qu'ils n'ont pas choisi de vivre dans ces localités-là. C'est des Sénégalais comme les autres. Pourquoi le client de Dakar payerait 90 francs et on demande à celui qui est autour de Ndioum ou à Demet de payer 200 francs ou celui qui est à Saraya de payer 200 francs. Donc le gouvernement, pour corriger tout ça, a instauré ce qu'on appelle l'harmonisation tarifaire. Donc depuis début 2019, les clients des concessionnaires, ils payent le même tarif que les clients de Sénélec. Et la différence est compensée par l'État du Sénégal à travers le fonds de soutien à l'énergie. Ce qui a permis aussi de développer, de permettre aux ménages ruraux d'avoir leur connexion
comme les ménages urbains et ainsi vivre comme les citadins. Vous avez aussi parlé, disons, des panneaux solaires. Bita l'a évoqué tout à l'heure. Nous savons que le Sénégal est un pays qui peut véritablement bénéficier, disons, de ces panneaux solaires. Sauf que aussi, nous le savons, l'entretien de ces panneaux solaires quand même coûte assez cher pour pouvoir en tout cas le connecter dans le réseau électrique rural. Ok. C'est pourquoi dans ce chantier d'accès universel, on a dit qu'on va sérier les localités. Celles qui ne sont pas loin du réseau, on va faire l'effort de les connecter au réseau. Donc sur les 14 000 localités qui restent, il y a 8 500 qui vont bénéficier des connexions au réseau. Maintenant, il y a d'autres localités qui sont à 10 km de réseau, mais qui ont une population assez importante, c'est-à-dire entre 500, 800, voire 1000 habitants. Ces localités-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre des mini-centrales, c'est-à-dire au lieu que ça soit connecté au réseau et tirer la production des grandes centrales, il y aura une mini-centrale, une petite centrale qui produit localement pour satisfaire les besoins localement. Mais au-delà de ces 1000 localités qui vont bénéficier des mini-grids, le plan opérationnel que nous avons développé a identifié 4000 autres localités qui ne sont pas densément peuplées, mais également qui sont caractérisées par une dispersion de l'habitat. Comme vous le savez, si on prend les populations d'éleveurs dans le monde rural, ils ne peuvent pas habiter ensemble en fonction de la présence des têtes de bovins et autres. Donc chacun habite dans son coin et il est difficile de mettre un réseau. Et là, la solution idéale, c'est de mettre des solutions individuelles à travers le solaire. Et là, l'innovation qu'on amène, c'est d'accompagner les fournisseurs de technologies solaires en leur donnant une certaine subvention, ce qui nous permettra de suivre la qualité de service qu'ils vont délivrer aux différents clients. Qui dit qualité de service dit maintenance assurée, parce que si on donne des panneaux comme ça sans rien faire, ça va se dégrader, c'est pas entretenu, il y aura des pannes et les clients n'auront pas de bénéfice attendu de l'électricité. Mais est-ce que vous pensez que d'ici à l'horizon 2025, l'électrification ou l'électricité pour tous pourrait se concrétiser? Oui, maintenant terminons avec cet aspect de panneaux solaires. Donc ce qu'on va développer dans ce cadre, c'est de dire que le privé va donner des solutions solaires sous forme de leasing. C'est-à-dire on va vous prêter une technologie solaire avec ce qui est subventionné et vous allez payer sur 18 mois, sur 36 mois et après ça va vous revenir. Et durant cette période, le fournisseur assure le service après-vente, toute la maintenance. Maintenant, l'accès universel, ça passe par la mobilisation des ressources importantes. La semaine prochaine, nous aurons la réponse de nos partenaires, mais nous aurons également l'appétit du secteur privé pour voir comment ils vont contribuer. Et tout ça combiné permettra à notre pays, grâce au tissu industriel que nous avons, parce qu'il y a quand même une industrie électrique existante, il y a des entreprises assez solides et des sous-traitants qui travaillent et il y a une compétence en main-d'œuvre qualifiée qui est là, qui, quand c'est utilisé à bon escient, permettront d'accélérer la mise en œuvre des chantiers. Est-ce que vous avez eu à faire une évaluation sur tout ce qui a été mis dans ce secteur de l'électrification rurale, quand on sait que, si ma mémoire est bonne, qu'en 2006 déjà, il y avait un fonds dédié à l'électricité rurale qui avait été confié à l'ASER. Il y a beaucoup de moyens quand même qui ont été déployés. Est-ce qu'il y a eu évaluation? Parce que les partenaires techniques et financiers, ils tiennent aussi à l'évaluation. Tout à fait. L'évaluation, elle est permanente. Donc, le fonds dont vous parlez, c'est le fonds d'électrification rurale, le FER. Oui, et c'est à travers ce fonds qu'on a accompagné les concessionnaires d'électrification rurale. Injecté on peut parler de... Bon, pour les subventions d'investissement, on peut parler de 22 milliards pour les différents concessionnaires. Mais aujourd'hui, pour accélérer la mise en œuvre de l'électrification, son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il est arrivé au pouvoir en 2012, a engagé un vaste diagnostic. Ce diagnostic a débouché sur ce qu'on a appelé le Programme national d'urgence d'électrification rurale, qui nécessitait un financement de 150 milliards. Et sur ces 150 milliards, l'État a mobilisé 110 milliards que l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, que j'ai l'honneur de diriger, et le PUDC ont eu à utiliser pour développer l'électrification. Ce qui fait qu'entre 2012, où on avait 1600 localités électrifiées, et fin 2018, où on atteint 4000 localités électrifiées, il y a eu un bond significatif qui a été réalisé. Et
l'évaluation, comme je l'ai dit, elle est permanente parce que les bailleurs de fonds et l'État du Sénégal, il y a des cours de contrôle, il y a des audits périodiques qui sont menés pour voir les performances, mais également est-ce que l'argent a été utilisé à bon escient. Alors, 2030 a été fixé comme date butoir pour l'atteinte, disons, des objectifs. Okay. Vous parlez déjà de 2025. Est-ce qu'au rythme actuel, pensez-vous véritablement que c'est possible d'atteindre, disons, cet objectif déjà en 2025, sachant que l'objectif principal, la date butoir plutôt, c'est en 2030? Bon, c'est serré, le défi est ambitieux, mais on est capable de le relever. Capable de le relever parce qu'on a multiplié les acteurs. Aujourd'hui, il y a l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, il y a Sénélec qui participe activement au développement de l'électrification rurale, il y a le PUDC, il y a également le PUMA pour les zones frontalières. Et à côté de ces opérateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a prévu une forte participation du privé pour aller électrifier ces 4000 localités, ces 4000 hameaux qui sont dispersés un peu partout dans le pays et qui nécessitent des solutions individuelles. Et ces 4000 hameaux concentrent en nombre 32% des villages électrifiés, même si en population, ça pèse autour de 8%. Donc on va encourager ces privés-là pour aller de plus en plus chercher ces hameaux-là. C'est pratiquement terminé, monsieur le directeur. Qu'attendez-vous de vos partenaires lors de vos rencontres qui devraient débuter mardi jusqu'à jeudi prochain? Bon, on est très optimiste parce que avant d'aller à cette rencontre-là, on a eu à mener ce qu'on appelle des séances B2B avec les différents partenaires. Donc, on a eu des rencontres avec la Banque mondiale, la délégation de l'Union européenne, la coopération, l'AFD, mais également la coopération espagnole. Et à travers toutes ces rencontres, on a déjà mobilisé des intentions de financement assez importantes. Et je pense que lors de la table ronde, je laisse le soin à l'honorable ministre de l'économie, du plan et de la coopération, à côté du ministre du pétrole et des énergies, annoncer les résultats à la fin de la table ronde en milieu de journée mardi prochain. Très bien, merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée de parler avec vos téléspectateurs au Sénégal et dans la diaspora de cette électrification rurale qui tient à cœur nos populations, oui, mais également les hautes autorités, parce que le Sénégal émergent passe par l'équité territoriale, mais également la justice sociale. Très bien. Merci, cher Tidiane. Merci à vous, Binta Diallo. Merci d'avoir suivi et surtout, très bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne du Sénégal et d'ailleurs, et très bon week-end.